messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes! G1! T'es-tu à jour? G1! G1! Tu peux nous parler de ça tantôt. G1! Est-ce que t'es à jour? Réponds-moi. G1! J'ai fini il y a 13 minutes. Bon. G1! Je vais vous dire combien de choses j'ai écouté du G1 depuis ce matin. Depuis ce matin? Oui. Donc, depuis ce matin... Attendez, non, parce que vous comprenez c'est quoi, c'est terrible, ça. Puis dis-toi qu'une journée sur deux, il y a Evil. Donc, j'ai écouté un show, 2 shows, 3 shows, 4 shows, 5 shows, 6 shows, 7... J'ai écouté 8 shows depuis ce matin. Depuis que je suis réveillé ce matin, j'écoute du G1. Grosse journée de travail? Tabarouette! Je suis plus capable de Evil! Moi. Evil, là, c'est un déchet de la lutte professionnelle. Il sert à rien! C'est un virus! Evil, c'est COVID! Moi également, Kev. Evil, là, il est en train de contaminer Red Norita! Red Norita, il a rien fait à personne! Il a rien fait... Evil, c'est une mauvaise influence! Dick Togo, c'est une bitch! Kev, moi Quoi? j'ai écouté 3 shows de lutte. C'est quoi? J'avais manqué les 3 dernières semaines de speed. Hey, ça m'a pris du temps, là. Ça m'a pris du temps, là. Hey, 3 minutes. Il y a un match qui a été nul en plus. Fait que ça a été les 3 minutes au complet. Pour vrai, là. C'était dur, c'était long, là. À peu près, là, 7 à 8 minutes de lutte, là. J'étais plus capable. Et n'oubliez pas de vous abonner à Keybook. On va avoir, là, c'est l'été, hein, c'est les vacances. Puis il y avait la classique KR. Mais on arrive avec tout ce qu'on doit faire. On va avoir un documentaire cette semaine. On va voir les questions du public d'ici à lundi. Les entrevues également s'en viennent. Faites-vous-en pas. Évidemment, les nouvelles en extra sont toujours là. Sans restriction chrono, le 20 septembre. Sans restriction chrono. Sans restriction chrono! Restriction chrono. Femme fatale, 15e anniversaire, le 14 septembre. Femme. Il faut le remettre. Femme. Wow! T'es un génie, Fred. Wow! Je vais y revenir sur Femme Fatale parce qu'on a déjà annoncé un ou 2 combats. Je vais revenir dans la section lutte québécoise. Classique KR, Kev, félicitations. Yes. Plus de 67 000 Not bad. Ta Not plus grosse bad. classique en termes d'argent amassé pour le camp, c'est bien ça? Oui, on va continuer la 10e, mais on a déjà commencé à préparer la 10e. Les rendez-vous dans les prochaines semaines pour faire une grosse 10e. Donc, merci à tout le monde qui ont été là, les joueurs. Merci à Pat Laprade pour l'annonceur maison. Merci à tout le monde présentateur. Même chose. Merci à tout le monde qui ont fait des dons. Puis merci du support. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit félicitations à ces affaires-là. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Là. Ça a été une grosse fin de semaine, mais somme toute... Si on prend en compte qu'on n'était pas supposé jouer à 9h30 la veille, puis qu'on a réussi à jouer, je suis vraiment content. À part que l'autre n'était pas potable. Mais ouais, on a réussi à jouer, on a réussi à le faire. Je suis content entre la 10e. Dans quelques années, lorsqu'on fera un autre podcast, toi et moi, sur les dernières années de la classique, je pourrais te compter l'after party parce que pour une première fois, t'as manqué ton after party. Bro, j'étais dans le juice. J'ai été un fier représentant pour toi de l'after party, mon Kev. Je capotais. Parce que en tout cas, sans rentrer dans trop les détails, là, mais quand on a dû quitter l'aréna, parce que habituellement, là, moi, je laisse mon stock à l'aréna, je reviens le lendemain. Ouais. C'est quand même beaucoup de stock, là. C'est fuckload de stock, là. Ouais. Donc, on laisse ce stock-là, puis ça nous prend peut-être 2 heures le lendemain, vider, nettoyer, whatever. Mais là, la game, elle a fini à quoi? À 3,5? À peu près. Fait que, mettons, on sort de la glace à 3,5. Oui. Là, t'avais des VIP qui allaient faire signer les autographes. VIP. Non, mais attends. Fait que j'ai le 3,5 jusqu'à 5 pour qu'il n'y ait plus rien. Nulle part. Capoteur.
Oubliez pas d'acheter votre copie de Raconte-moi Kevin Owens en vente dans toutes les bonnes librairies et en ligne également. Mettons là. Ouais. Admettons là, OK? Admettons là. C'est comme ça que je saute? Oui, c'est comme ça, tu sais ça. Admettons là, OK? Ouais. Il y a un patinet. Mm. Que le patinet, il y a un G1 exceptionnel. Ouais. Patinet, c'est un grand moon. Mm. Il y a le nom de famille que tout le monde a dans le monde de la lutte, là? Goto? Ah non, Great O'Khan. Non, fuck Great O'Khan. Ben, c'est un grand patinet. Ouais, non, mais lui, c'est un grand moon. Ah oui, OK. Hiroku Goto. Oui. Hiroki Goto, oui. Le gars a un G1 que je pensais jamais qu'il allait avoir. Là. Moi, quand j'avais vu son nom sur la liste, j'étais comme, c'est lui qui va prendre les pins. Là. Et puis, ils l'ont pas fait rentrer dans les playoffs. Ça, là, c'est une aberration. Il y a une partie de moi qui voulait envoyer un courriel à Gedo de New Japan pour dire, qu'est-ce que tu fais, man? Le patin, il a un gros G1. Puis il est même pas dans le playoff. This is bullshit. Kev, je peux te raconter juste avant qu'on ait une nouvelle, quelque chose, une anecdote qui t'arrivera jamais. Non, je sais pas, man. Mais non, mais je peux-tu te la raconter ou tu sais pas? Ben, tu peux, man. Bon. Je suis encore sur mon Goto shit, là. Ben oui, mais reviens-en, là. Comment reviens-en, man? Ça fait 82 goddamn matchs que je regarde. Hier, ouais. Je m'en vais travailler à BPM. Je suis sur la rue Sherbrooke, dans mon coin, dans le coin des raffineries. Je vais un peu vite. Tough. Mettons 77 dans une zone de 50. Mais il n'y a pas de trafic. Un peu, c'est très beaucoup. Ben non, ça va bien, Sherbrooke, il n'y a pas de trafic. Mais c'est beaucoup. Même Fred, il fait comme, ben non, c'est pas tant que ça. 77 dans 50, c'est 27 km de plus. Ben oui, mais je comprends, mais c'est rien. Bref. Ben, c'est pas rien, là. Conduisez à la limite de vitesse, là. Ah oui, parce que toi, tu passes ces lumières rouges à Montréal, tu sais. Non, mais c'est parce que, attends, ça c'est dit de même. Fait que, à un moment donné, je vois un char de police à ma droite. Je regarde mon odomètre 77. Je suis comme shit. Je dépasse la police. Je le vois dans mon rétroviseur faire le tour. Il me suit. Je me colle. Et là, je prépare déjà mon permis de conduire puis mes immatriculations. Le policier s'en vient puis il me dit monsieur, il dit vous savez pourquoi je vous arrête? Je dis oui, j'allais trop vite, là, je le sais. Il dit, ouais, vous allez à 77 dans une zone de 50. Je dis, oui, je sais. Voici mes papiers. Il dit, avez-vous vos assurances? Ah oui, j'ai oublié mes assurances. Voici mes assurances. Là, je le vois dans mon rétroviseur, il s'en va à son auto, puis il revient tout de suite. Je me dis, bah, il va me demander de rentrer dans une genre d'entrée de cour, parce que là, j'étais carrément sur le bord de la rue. Là, je bloquais une moitié de voie, t'sais. Et là, il me dit, monsieur, il dit, ça arrive tellement assez rarement que quelqu'un avoue avoir été trop vite. Bruh. Que je vais vous donner un passe-droit. Bruh! Et là, j'ai dit, mais mon Dieu, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Il dit... Bro, moi, j'avoue, à chaque fois... je dis, le pire, c'est que vous m'avez dit 77, puis c'est exactement ce que j'ai vu dans mon odomètre quand j'ai passé devant vous, je le savais. Ben, il dit, là, promettez-moi une chose. Je dis, d'aller moins vite. Il dit, s'il vous plaît. Mais je dis, pas de problème, monsieur l'agent. Merci énormément. J'ai été m'acheter un Automax. Yo. J'ai pas gagné avec le Automax, par contre. Ça, c'est crazy, ça. Ça, c'est crazy. Puis, tu sais, je dis ça parce que je veux pas que les gens ils pensent que. Mais j'ai eu des très bonnes expériences dernièrement, là. Fait que, j'ai eu une mauvaise expérience. Mais c'est un pouvoir discrétionnaire. Yo. Et il a appliqué son pouvoir discrétionnaire. Bro, moi, la discrétion, il y en a pas, là. Mais il y en a qui sont fins, Je sais pas que s'il y a des cops qui écoutent, il y en a qui ont été fins avec moi dernièrement, puis c'est ça. J'avais un ticket à Drummond, je savais pas. Ah, bon, tu vois. Mon boy a dit, bro, t'as un ticket à Drummond. Je dis, bro, je sais pas, man, faut que j'aille où, faut que j'aille le payer. Il dit, tu peux pas conduire ton char. Je me dis, comment tu veux que j'aille payer le ticket si je peux pas conduire l'auto? Non, ça, tu peux pas conduire. Parce que ça faisait trop longtemps, c'est depuis le mois de février. Fait que quelle année? Cette année. Fait que là, il dit, tu peux pas conduire. Là, j'ai dit, OK, man. Là, après ça, j'ai dit, mais je vais marcher jusqu'à chez nous. Il dit, non, tu peux te rendre chez nous, mais il faut que tu payes le ticket. J'ai dit, mais comment on paye le ticket? Je peux pas aller là-bas. Fucking tourner en rond, là. Là, il dit, tu vas sur... il me donne un site. Ouais.
Là, après ça, il dit, tu rentres le ticket? Là, je dis, attends, man, shit. Là, j'ai rentré tout. Là, après ça, je dis, je fais quoi? Là, il dit, tu payes? Là, je paye. Là, je monte le... Je dis, yo, je peux-tu rentrer chez nous? Il dit, parfait. C'est fucking nice. On a jasé un peu après. Mais le gars m'a fait payer mon ticket live. Ben, c'est correct. J'étais comme, check un G, man. Le gars, c'est un percepteur. Moi, j'en ai juste pas eu de ticket. Les nouvelles. Hey, Roman Reigns va être au premier SmackDown sur USA Network. Et ça s'en vient, là. Je réalisais pas que c'est le 13 septembre que ça commence, ça. Le 13 septembre, vendredi le 13 septembre, ça ne sera plus sur Fox, ça va être sur USA Network aux États-Unis. Évidemment, on va faire un gros homecoming, un gros retour à la maison du côté de la WWE, j'en doute même pas. Donc, après 5 ans, le SmackDown revient à USA Network et on a déjà annoncé Roman Reigns. Je serais pas surpris qu'il y ait d'autres gros noms qui soient sur la carte. Je comprends mais il était là cette semaine-là. Oui, mais il sera pas là toutes les semaines. Non, je comprends, là, mais tu sais, il y a personne qui était surpris. Personne n'a fait « Oh, Roman est là! » Il y a personne qui a fait ça. Tout le monde a fait comme OK. Mais c'est juste pour dire que je pense qu'on va essayer de monter un gros show. Non, c'est sûr pour la première, le 13 septembre. Ça va être à Seattle, dans l'État du Washington. Yo, ils vont-tu signer Bryan Danielson? Man? Non. Mais non, je niaise. C'est là que tout le monde est comme yo, son contrat est fini, il va lutter sans contrat. Yo, il s'en va nulle part, guys. LA Knight, parlant de contrat, a signé lui un nouveau contrat. Donc, en fait, il a renouvelé son contrat, il a restructuré son contrat. Donc, il y a une extension sur le contrat qu'il y avait présentement et on a mis à jour également son montant d'argent. Donc, il est plus payé. Originalement, il devait terminer début de l'année 2025. Bon. Donc, là, ça a l'air qu'il est signé pour quelques années. Mais non, mais c'est sûr, là, il était pour capitaliser sur ce qui arrive en ce moment. Là. C'est le visage de Slim Jim. Fait que tu veux pas que en 2025, t'es pogné à la gorge puis qu'ils disent aïe, moi je veux tant d'argent puis t'as investi pour qu'il soit le visage de ton partenaire très très fort. Fait que c'est un bon move qu'ils ont fait, là. 42 ans, LA Knight déjà, donc j'imagine qu'il doit être signé jusqu'à 45, 46 dans ce coin-là. Après ça, on verra ce qu'ils vont faire avec. Moi, je peux pas croire que dans 3 ans, ce gars-là va être aussi over qu'il l'est en ce moment. Mais on verra. Vraiment over? Ben, il est over. C'est quoi qui est over? C'est son yeah ou c'est lui? Écoute, je sais pas. Parce que ses promos sont pas en forme, sa lutte est pas en forme. Il est moyen partout. Non, c'est pas vrai, ça. Sa lutte est pas en forme et ses promos sont pas en forme. C'est ça. Mais non, c'est pas en forme, c'est en bas de moyen. Ah, OK. Pour moi, il est en dessous de la moyenne. Pour moi, il est moyen. Il est en dessous de la moyenne dans presque tout. T'es capable de me nommer 10 lutteurs meilleurs que LA Knight dans la plupart des catégories de lutte. Mais en bout de ligne, je me rappelle plus qui avait dit ça, mais quand quelqu'un est over, des fois, t'arriveras pas à comprendre pourquoi il est over. Mais s'il est over, laisse-les être over. Je comprends ça. Je te dis juste que... Mais moi, je le comprends pas. Je comprends pas que... J'accroche pas à LA Knight. J'ai jamais accroché à LA Knight. Fait que je peux pas t'expliquer qu'est-ce qui est over pis qu'est-ce qui l'est pas. Mais bon. Moi, je trouve pas que le patinet est bon, c'est tout. Visiblement, il est champion des États-Unis. Il a battu Logan Paul. Et c'était peut-être tout ça être un bon timing, lui, durant l'été, pour renégocier son contrat. By the way, tant mieux. Groupe, arrêtez ce que vous... on finissez le podcast. Allez écouter Dominique Mysterio sur le podcast de Logan Paul. Dominique est autre chose, là. C'est autre chose, là. Tu sais, quand je dis quelqu'un qui comprend très bien c'est qui est comme personnage, là. Ouais. Pis si tu dis tout le temps, j'ai les entrevues à personnage, Dom était wild. Dom a dit à Logan Paul, il dit... Non, mais avec Logan Paul, c'est différent, là. Tu te fais pas une entrevue en personnage quand tu fais de la promotion pour un événement qui va avoir lieu au Centre Bell dans une semaine. C'est ça que j'aime pas. Là, il fait une entrevue avec Logan Paul. Il a le droit d'être gimmick, là. C'est pas pareil. L'entrevue était quand même... Tu sais, moitié gimmick, moitié pas gimmick. Oui, mais ça me va. Ça, deux workers comme ça qui se parlent, s'ils veulent être gimmick, let's go, vas-y. Pas quand tu fais de la promotion pour un show sur lequel tu vas lutter 2 semaines après. C'est ça que j'aime pas. En tout cas, fait que... Il a dit à Logan Paul, yo, toi, t'as pas le droit d'aller au Japon? On était là, nous.
Wow. J'ai tellement ri. Wow. Là, Logan Paul, il a mis sa main parce qu'il allait crack. Ouais. Puis, mais il a dit finalement qu'il avait le droit d'y aller. Non, il n'a pas d'y aller. Là, il a fait un statement là-dessus. Ben, il a dit j'ai le droit d'aller au Japon. Si la WWE me le demande, ça va me faire plaisir d'y aller. En tout cas, c'est très nébuleux parce que tout le monde dit qu'il n'a pas le droit. Puis dans le podcast, c'était comme des excuses comme quoi il y avait d'autres engagements pour ça qu'il pouvait pas être là. Mais Dominique Mysterio, il arrêtait pas de picosser sur le fait qu'il disait ouais, mais as-tu le droit d'y aller? Puis là, il dit non, mais oui, j'ai le droit d'y aller, mais j'avais d'autres engagements. Tu vois, il a dit j'ai lu ça aujourd'hui en fait. Là, parce que je veux te dire. C'est peut-être à cause du podcast. Ben, peut-être, parce que là, c'est sûr, ça refait jaser. Il a dit, yes, I can go to Japan. Il dit, oui, je peux y aller. Il dit, j'ai jamais dit ça avant, mais ma règle, c'est que si je peux y retourner, je veux être invité à aller là-bas. Puis à ce jour, j'ai toujours pas été invité à y aller. En tout cas, moi, je prends ça avec un grain de sel. T'as-tu entendu ce que Chris Van Vliet a dit sur Dominique Mysterio après SummerSlam? Il a dit, pour la première fois de l'histoire, j'ai vu un lutteur heel tourner encore plus heel. C'est vrai, ça. En fait, la phrase d'exemple, je pense que c'était genre un heel, faire un heel turn. Puis être encore plus heel qu'il l'était avant. Moi, Dominique, là, c'est un des MVP. Là. Ouais. C'est un des MVP. Parlant de contrat, rapidement, Chad Gable, on a également su, on vous en avait déjà parlé, mais Chad Gable a signé pour 3 ans, lui. De son côté, il a confirmé la nouvelle. Seth Rollins va être absent, donc son attaque contre Bronson Reed de lundi de la semaine dernière, ben c'était pour couvrir une vraie blessure. Encore? Oui, je le sais. Ça a l'air que il va manquer quand même quelques temps, mais c'est pas c'est quelque chose qui est chronique là à ce point-ci. Fait que c'est pas nécessairement qu'il a besoin d'une opération, on ne sait pas. C'est son dos. Si c'est chronique. J'imagine que c'est son dos, là. Ça pourrait être ses genoux aussi, remarque, mais c'était pas mentionné. On n'a pas mentionné le type de blessure qu'il avait, mais il va avoir besoin de prendre, je pense, du temps off de temps en temps, vu de ses chroniques, justement. Là, on sait toujours pas s'il va être de retour pour Bash at Berlin. Ça serait peut-être surprenant parce que c'est quand même tôt, là, c'est dans 2 semaines. Mais pour l'instant, c'est pour ça qu'on l'a sorti des histoires avec Bronson Reed. Parce qu'oublie pas qu'il y a eu une blessure au genou, là, puis il y a eu son dos. Fait que tu sais, c'est un ou l'autre, visiblement. On sait pas lequel des deux. Je parlais de Speed tantôt. La WWE a annoncé qu'il était pour avoir un tournoi féminin de Speed à partir du 4 septembre. Ouais. Donc, du 4 septembre. 16 jours avant sa restriction chrono 2. J'ai 10 jours avant Femme Fatale. Ouais. J'ai hâte de voir qui on va prendre là-dedans. Cora Jade. Parce que pas tout le monde. C'est pas toute la division féminine qui peut bien performer, je pense, dans un speed. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Nah. Qui sera pas capable de performer dans un match de 4 minutes? Genre, nomme-moi-en 5. Mais non, mais tu me dis, c'est pas tout le monde dans la division féminine. Maxime Dupré. C'est la seule. Puis pour de vrai, dans un match de 4 minutes, ça se peut qu'elle soit couverte parce que le match est pas assez long. Ça peut que le match dure 2 minutes 30. Non, parce que ça va aller trop vite pour elle. Hey, honnêtement, planifier un match de 4 minutes... Je dis pas que c'est facile. C'est pas nécessairement plus facile. Là. Mais je dis juste que c'est plus facile de couvrir des lacunes si le time limit c'est 4 minutes puis qu'elle fait 2 minutes dans le ring. Un squash d'1 minute contre Nia Jax, Maxine a peut-être des chances de pas mal paraître. Mais comme je dis, c'est pas plusieurs dans la division féminine. Là. Il y en a pas des tonnes. Moi, je pense que la division féminine de WWE est assez loadée pour avoir des bons matchs de 4 minutes. Je vais reformuler. J'espère qu'ils vont choisir celles qui vont le mieux paraître dans ce format-là. Parce que c'est pas tout le monde qui peut bien paraître dans ce format-là. État financier de TKO et de la WWE, hey, c'est une vache à lait. Là. Ils font de l'argent, là. Ça n'a pas de bon sens. Premièrement, TKO a fait 2,75 milliards. C'est pas vrai, excuse-moi. Je reformule. Le 2e trimestre a tellement été encore plus fort qu'ils pensaient qu'ils ont réajusté les revenus totaux de TKO, le UFC WWE, pour la fin de l'année. Donc, ils pensaient faire 2,67 milliards de revenus, et là, ils ont réajusté ça à 2,75 milliards. Imagine.
La compagnie au total, le TKO, a fait 851 millions de revenus dans le deuxième trimestre. C'est 457 pour la WWE, 394 pour UFC. Et dans le premier trimestre, il a fait 629. Donc, ils sont passés de 629 à 851 millions dans un trimestre. C'est énorme. Du côté de la WWE, plus précisément, on a fait donc c'est ça. On a fait 457 millions. L'an passé, pour le même trimestre, c'était 410 millions. Tough. Donc 46 millions de plus. C'est 261 millions dans les droits de télé ou les droits de médias. 144 millions pour les shows, live events, là, tout ce qui est show, là, pay-per-view, etc., les enregistrements télé, tout ce qui est spectacle de lutte, et quasiment 25 millions en commanditaires. Le UFC fait à peu près le double de commanditaires de la WWE. C'est pour ça que là, ils commencent à mettre un peu plus d'emphase. Si t'as remarqué, on en a parlé d'ailleurs, à SummerSlam, il y avait plus de trucs sur le matelas. Ouais. C'est une des raisons. Là. On veut augmenter les commanditaires du côté de la WWE. C'est aussi un changement de philosophie, donc tu peux pas faire ce changement de philosophie-là en 2 secondes. Là. Ils le font graduellement, puis je trouve qu'ils le font de la bonne façon parce qu'on s'en rend même plus compte. Ah ben non, absolument pas. Le 144 millions pour un trimestre là, de revenus de spectacle, là, de vente de billets, de tout ça, c'est le plus gros de l'histoire de la WWE. Ils ont fait 36, mais ça va toujours être les plus gros. Ils ont fait 36 millions pour les 2 WrestleMania, 55 millions pour l'Arabie Saoudite, puis 53 millions pour le reste de leur show. C'est fou, là. Et l'an dernier, on parlait d'à peu près 110 millions. Tough. Non, c'est les bénéfices avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement, là, ce qu'ils appellent en anglais le EBITDA, là, EBITDA, là, des fois on voit ça quand on lit sur les états financiers. C'est passé de 173 millions à 251 millions. Ils font de l'argent comme de l'eau. Puis depuis que TKO est là, c'est juste encore exposant en 8. Ray Phoenix. OK, il faut parler des Lucha Bros parce que... Je sais, Ray Phoenix s'en va à WWE. Ouais, mais... je te l'avais déjà dit. Penta, lui, c'est comme moins clair, on dirait. OK, Ray Phoenix, il a annulé une présence sur le circuit indépendant. Ray Phoenix s'en va à la WWE, c'est sûr. Parce que toi, il a arrêté de te parler. Il a arrêté de me répondre sur le show. Exact. On n'avait pas tout réglé. Et là, il y avait une présence indie au Texas pour le 27 septembre qui a annulé. Bon, c'est ça. Donc, ça s'enligne pour ça. Par contre, les 2 contrats là, sont censés se finir au même moment. Celui de Phoenix, celui de Penta. Et là, Penta, lui, de son côté, il a fait un tweet disant « Plus de rumeurs, mon présent est TEW ». Mais c'est pas parce que son présent est TEW que son futur dans 3 semaines ou 1 mois est pas WWE, tu comprends? Mm-hmm. Donc, je pense qu'il a juste voulu calmer peut-être un peu la chose, mais en même temps, on n'a pas vu Penta à AEW depuis mi-juillet. Puis on n'a pas vu Phoenix depuis ce temps-là aussi, depuis le 20 juillet. Ils devaient avoir un match à All-In. Ils n'ont pas de match à All-In, en tout cas pas sur la dernière carte que j'ai vue. Donc, tu sais, il a beau avoir écrit ça, j'ai comme pas l'impression que, tu sais, ça veut vraiment dire qu'il s'en ira pas à la WWE. Je pense qu'il veut juste, tu sais, calmer un peu les rumeurs. Je sais pas si je t'ai déjà posé la question, mais non, je pense que j'ai gardé ça pour plus tard. OK, je te poserai ça tantôt. Bref, ça semble être imminent pour Ray Phoenix et Penta. Mm-hmm. Kenny Omega et Kota Ibushi, les Golden Lovers, qui vont revenir. On dit qu'ils vont revenir un retour imminent pour les 2. Ouais, mais Omega n'est pas dans un beef déjà? Non, Omega, dans le fond, son retour est plus proche qu'on pensait qu'il était pour être. Mais mettons, il était pas dans un beef? Qu'est-ce que ça veut dire un beef? Il était en chicane avec les Bucks, non? Tu veux dire dans la vraie vie ou tu veux dire dans les storylines? Non, mais dans les storylines. Exact. C'est ça. Exact. Donc là, il va revenir avec Kota Ibushi.
Contre les Bucks. Ben, en fait, selon la rumeur, Kota Ibushi est prêt à revenir. Mm-hmm. Il attend juste que Kenny Omega soit prêt pour qu'ils reviennent les deux en même temps. Mm. Et oui, j'imagine qu'on va les envoyer contre des Elite à ce moment-là. Mais ce que Dave Meltzer a rapporté par rapport à Kenny Omega, c'est qu'il dit, je sais pas s'il y a une date de retour pour Omega, mais il dit, je ne pense pas que ce soit dans très longtemps. Il va vraiment mieux, puis ça devrait être relativement plus rapide qu'on pensait. Alors, il n'a pas lutté, évidemment, depuis décembre. Et puis, il y a eu son opération là, pour les diverticulites au mois de mai. Mustafa Ali, officiellement, n'est plus à la TNA. Il a fait une lettre sur ses réseaux sociaux pour remercier la compagnie, disant qu'il quittait. Bon, il y a des gens qui ont interprété ça comme étant « il quitte pour l'instant ». Moi, j'ai pas vraiment lu ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, il dit « for now », tu sais, il dit « pour l'instant », mais quand tu lis la totalité de sa lettre, clairement, c'est son chant du cygne du côté de TNA. Il y a des bookings indie, puis des dates de réservées jusqu'en novembre, incluant un voyage en Australie. Fait que je sais pas si il va signer avec AEW à travers tout ça. On sait qu'AEW leur permet de faire quand même des dates sur le circuit indépendant, mais bon, officiellement, c'est ce qu'on vous avait dit il y a quelques semaines quand TNA est à Montréal, mais officiellement, il a quitté la TNA. Opération au cou. Tu parlais de Bryan Danielson tantôt. Mm-hmm. Opération au cou pour Bryan. Bon, OK. Bryan Danielson, là, c'est-tu juste moi qui pense qu'il est en train de worker tout le monde? Comme quoi, il reste juste... Parce que là, son contrat est supposément fini. Mm-hmm. Il reste pareil. Et là, il s'en va dire au podcast de JR. Okay? Parce que là, en fait, ce qu'il a dit, c'est je vais avoir besoin d'une opération à la fin de l'année. C'est ça la réalité. Et là, sur le podcast de JR, il dit... en fait, c'est au podcast de JR qui a dit ça. Puis qui a dit que son futur, tu sais, bon, c'est ma dernière année de lutteur à temps plein, blablabla. Ensuite, sur le podcast de Nikki et Brie, sa femme puis sa belle-sœur, mm-hmm. Il s'en va dire que... il s'en va dire que il imagine très bien son futur sans lutte, qu'il veut passer du temps avec ses enfants, et j'ai comme les... Parce que là, oublie pas qu'on a une stipulation, là, Arlen. Mais moi, c'est la carrière. C'est la carrière de Danielson contre le titre. Mm-hmm. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de faire plein d'entrevues pour nous faire croire que il va vraiment se retirer, qu'il est obligé de se faire opérer, blablabla. Juste pour qu'on pense qu'il y a peut-être... en fait, pour qu'on pense vraiment qu'il n'y a pas de chance de gagner, puis arriver à All-In, il va battre Strickland, puis il va devenir champion. Parce que quand... En fait, en partant avec cette stipulation-là, c'est sûr qu'il bat Strickland. Parce que... Nonobstant ses entrevues. Il a fait un peu la même chose pour le Owen Hart, la Coupe Owen Hart. Mais nonobstant ses entrevues, nonobstant tout ce qu'il dit, nonobstant tout, avec la stipulation, ça venait de nous donner le finish du match. Parce que pour le Owen Hart, là, il avait dit, je veux pas gagner le Owen Hart, la Coupe Owen Hart. Tu sais, je suis en fin de carrière, c'est pas moi. Puis il l'a gagné. Puis il avait dit ça dans des entrevues, là, dans des podcasts. Je comprends, mais... Fait que j'ai comme l'impression qu'il refait le même pattern où il essaie de nous faire croire qu'il gagnera pas. Mais à la base, avec la stipulation... Oui. Ça donne le finish. Mais c'est pour ça que ça donne le finish qu'il va gagner. Qu'il va gagner. Mais c'est pour ça que je pense qu'il fait ces entrevues-là. Pour faire croire au monde que non, je me fais opérer à la fin de l'année. Tu sais, c'est fini, là. C'est fini pour un bout. Tu comprends? Je pense que c'est ça qu'il veut faire. Il veut renverser un peu la tendance parce que t'es pas le seul à penser ça, là. Mais non, mais qui pense pas qu'il va gagner le championship? Ben, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression... Puis tu sais, c'est des entrevues ciblées, là. C'est le podcast de JR qui travaille pour la compagnie. C'est le podcast de Nikki P. Brie. Tu sais, il a pas été faire ça Wrestling Observer Radio. Il a pas fait ça à Boston Open, là. Il a fait ça dans des podcasts très ciblés où l'environnement est peut-être plus contrôlé. Bref, moi, j'ai l'impression que c'est un swerve, puis je suis de ton avis que
entre les entrevues et la stipulation, ça sent la victoire de Bryan Danielson. Ben oui. MJF a commenté sur l'incident avec Britt Baker. Et il a parlé à Cultaholic, puis il a dit que ça avait été exagéré. Tout ce qui a été raconté a été exagéré. Il dit, dites-moi si ça passe, il appelle ça le smell test, là, si ça passe, tu sais, votre radar. Votre radar. Il dit, je rentre dans un locker room de femmes, je pars à crier dans la face d'une fille qui fait 110 livres, je la menace physiquement en punchant dans un mur à côté d'elle ou pas loin d'elle, puis je suis pas suspendu. Il dit, voyons, ça a juste pas de sens. Il dit, à peu près tout ce qui a été écrit est pas arrivé. Il dit, on peut pas s'entendre avec tous nos collègues de travail. Ça, je l'ai toujours dit. La lutte est pas différente d'un autre milieu de travail. Tu t'entends pas toujours bien avec tout le monde. Puis c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai l'impression que ça a été, ça a pris des proportions qu'on s'attendait pas. Mais pourquoi ça a pris des proportions? Non, mais pas ça a prit des proportions, que l'histoire qui est sortie a été exagérée. C'est ce qu'il veut dire. C'est blown out of proportion. Et que j'ai pas besoin d'apprécier tous mes collègues, puis c'est correct. Mais il dit pour vrai, puis en anglais, il dit, dude, that shit was wild to read. Mais admettons, là. Ouais. Quand c'est arrivé, parce que ça fait une semaine, là, puis il a parlé... Deux semaines. Deux semaines. Il a parlé quoi? Il a parlé, je pense que c'est avant-hier. Il a parlé récemment. Ouais, hier ou avant-hier. Si c'était si fucking wild que ça, là, en 2 secondes, c'est réglé, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que, hey, by the way, c'est pas ça partout. Ciao, bye. Parce qu'ils se parlent tous, là. Les gens qui ont écrit les histoires parlent aux gens qui disent les histoires et vice-versa. Il y a plein de choses que des fois t'entends, pis t'es comme, me semble c'est wild ça. Puis ça sort, puis la personne appelle, c'est pas vraiment comme ce qui s'est passé, puis finalement ça se règle. Moi, je pense qu'il y a eu un petit talk qui s'est fait là. Faut sauver un peu les meubles. Là. Je dis pas qu'il a fait ce qu'il a fait. Non. C'est pour ça que je dis. Je dis juste que le timing des choses, parce qu'il y a aussi Deonna Purrazzo qui a fait une entrevue pour dire, ben écoutez, moi, ce qu'on reproche à l'attitude de certaines ou l'environnement qu'on dit toxique dans le vestiaire des EW, moi, j'ai pas ressenti ça. Fait que t'as raison qu'on dirait quasiment c'est une opération PR. Mais c'est ça, c'est une grosse opération PR. Puis on est en train d'essayer de sauver un peu les meubles, mais s'ils voulaient vraiment que ça soit pas de la merde, ils auraient fait comme, hey, by the way, c'est pas ça qui est arrivé pour vrai, c'est comme ça que c'est arrivé, et puis that's it. Britt l'a fait, elle, la semaine passée, on en avait parlé d'ailleurs. Non, Britt, elle a dit, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire d'autres sur moi. Ben, oui, en voulant dire qu'elle a mis du feu. Ben, oui, mais en voulant dire que ce qu'elle disait n'était pas vrai non plus. Oui, je sais, mais elle a quand même mis du feu. Elle est allée mettre du feu à tout ça, là. Tu sais, c'était pas... En tout cas, moi, j'ai juste de la misère avec comment eux gèrent toute cette situation-là, mettons. Ben oui, mais encore là, on ne dira jamais assez que ça part d'en haut. Non, mais ça part d'en haut. Je comprends. Mais... dans les dernières nouvelles, une nouvelle plus triste, on a appris, en fait, c'est jeudi ou vendredi dernier, le décès de Kevin Sullivan. Puis Kevin Sullivan, on en a parlé, toi et moi, sur des Keybook, parce qu'on a fait des les documentaires Death of, pas Death, mais comment ça s'appelait sur la WCW? Avec Who Killed WCW. Who Killed WCW. Donc, on a parlé de Kevin Sullivan. Kevin Sullivan, toi, tu l'as connu, t'as-tu des souvenirs, genre, de l'avoir vu lutter, ou c'est plus un nom que t'as entendu parler? Ben, c'est un nom que je suis retourné regarder lutter. Moi, Kevin Sullivan, j'ai jamais été énorme fan de sa lutte ou whatever, mais son personnage de Devil, là, était quand même sick, là. T'sais, fait que j'ai pas été un fan du lutteur, puis il y a eu plein de controverses avec lui aussi, mais ça reste qu'il a été un élément important dans l'univers de la lutte professionnelle. Là. Il mesurait juste 5 pieds 6, à peu près 5 pieds 7, mais il avait l'air dangereux à cause de son personnage. Ce personnage-là, man, j'étais comme, c'est donc ben wild.
ce qui lui permettait de lutter contre des gars plus gros que lui, parce que, tu sais, un peu à la Mad Dog Vachon, tu sais, Mad Dog Vachon était pas grand, mais il y avait une attitude, il y avait un personnage qui le rendait plus gros. Mm-hmm. C'était un peu ça. Kevin Sullivan, dans le fond, a commencé à lutter à Boston. Moi, je l'ai déjà rencontré, Kevin Sullivan, et il m'avait dit que son tout premier combat en carrière, c'était contre Fernand Fréchette, un Québécois. Malade. Que j'ai bien connu, Fernand. Et puis, tu sais, pour qu'il me sorte Fernand Fréchette, là, je veux dire, ça peut pas être autre chose que vrai, là. Tu sais, il m'a pas dit, ah ouais, mon premier combat, c'est contre Rick Martel ou Dino Bravo. Non. Fernand Fréchette, tu sais. Il a lutté principalement les années 70, 80, 90 aussi. Grosse rivalité avec Dusty Rhodes. Son personnage, là, c'était le Prince of Darkness, là, c'est ce que tu faisais référence. Mais, principalement, on va se rappeler de Kevin Sullivan pour sa contribution en arrière-scène. Ouais. Ça a été un des bookers importants des années 80-90, début 2000. Il a été booker en Floride. C'est Eddie Graham qui était son mentor en Floride. Et à la WCW, il y a eu 2 séjours comme booker. Et puis, le premier qu'il y a eu, quand ils ont commencé à faire venir des lutteurs du Mexique à la WCW, ben c'est lui qui les a amenés. Et en fait, l'histoire derrière ça, c'est de sa femme de l'époque, Nancy Sullivan, travaillait pour Paul Heyman à la ECW. Puis elle les voyait passer, les luchadors. Puis c'est elle qui avait dit à Kevin, « Hey, tu sais, il y a du bon talent au Mexique, tout ça. Tu sais, peut-être ça pourrait être bon pour le WCW. » Et c'est comme ça qu'il s'est renseigné là-dessus puis qu'il a fait venir des luchadors à la WCW. Évidemment, bon, il y a eu l'angle avec Brian Pillman, entre autres, où Brian Pillman a réussi à se booker sa sortie de la WCW, puis il y a la fameuse phrase où il avait regardé Kevin Sullivan puis il l'avait appelé Bookerman, faisant référence à son travail en arrière-scène. Et il y a eu la rivalité avec Chris Benoit. Ben, c'est plus... Moi, je pense que malheureusement, on va se rappeler de lui plus pour la rivalité avec Chris Benoit que... Parce que dans le fond, sa rivalité avec Chris Benoit, c'est... Lui avait sa femme, Nancy. Mm-hmm. Et dans l'angle, Chris Benoit, lui, volait sa femme. Mm-hmm. Mais là, Kevin Sullivan, lui, voulait tellement que tout le monde pense que c'était vrai ce qui arrivait, qu'il voulait que Nancy et Chris passent tout leur temps ensemble. Donc, au bar de l'hôtel, quand ils voyageaient, ils demandaient à ce qu'ils soient toujours ensemble. Comme ça, s'il y a des fans qui les voyaient, ben ils étaient ensemble. S'il y a des lutteurs qui les voyaient, ils voulaient que les lutteurs les voient ensemble et appellent ensuite Meltzer puis disent « Hey, c'est vrai, là, ils sont ensemble. » Mais ce que les lutteurs faisaient, c'est qu'ils appelaient Meltzer, mais ils disaient « Voici ce que Kevin veut qu'on pense. Et voici la réalité. » Tu sais, ils sont pas ensemble, mais il veut qu'on pense ça. Ce qui fait que mais c'est ça, mais ils ont passé tellement de temps ensemble, Nancy et Chris, que ça finit par être vrai. Ouais. Et ils ont fini par développer une relation. Tough. Et ce qui a fait dire à plusieurs que Kevin Sullivan avait booké son propre divorce. Mais il a dit par la suite que, bon, les choses allaient plus tellement bien avec sa femme de toute façon. Puis, tu sais, si ça avait pas été Chris, j'ai l'impression que ça aurait été, tu sais, quelqu'un d'autre qui se serait séparé pareil. Évidemment, ben, ça a donné un destin assez tragique pour Nancy. Mm-hmm. Parce qu'elle est devenue Nancy Benoit. Puis, ben, on sait la suite des choses avec Chris Benoit qui l'a tué, elle, et leur garçon. Donc voilà, c'est parti de cet angle-là, de ce storyline-là. Il y avait également, un petit peu plus tard, tu sais, quand Chris Benoit est parti de la WWE, il est parti de la WCW avec les Radicals, c'est ça, les Radicals? Les Radicals, ouais. Ouais. Je me mélangeais entre Radicals. Donc, Perry Saturn. Ben oui, c'était un beau heel turn, hein, les Rascals. Perry Saturn, Eddie Guerrero, puis Dean Malenko. Et puis, Kevin Sullivan n'était pas booker à ce moment-là. Ou en tout cas, c'était Kevin Nash qui était booker. Et là, Kevin Sullivan a repris le book, puis pour essayer de garder, parce que là, tout le monde voulait partir. Là. Tout le monde voulait partir. Pour essayer de garder ces gars-là, il a donné la belt à Chris Benoit. C'est là que Chris Benoit est devenu champion. Et Benoit, lui, pensait que Kevin Sullivan voulait juste le swerve à rester
que c'était juste une tactique pour qu'il reste. C'était une tactique pour qu'il reste d'une certaine façon, mais c'était aussi une façon pour Kevin Sullivan de dire hey, regarde, ils vous ont pas bien traité là, depuis un bout de temps. Là. Laissez-moi essayer d'arranger les affaires. Chris Benoit détestait tellement Kevin Sullivan qu'il l'a pas pris comme ça. Et là, il est arrivé un autre incident avec Mike Graham. Puis ben finalement, ils ont eu leur libération pour quitter. Chris Benoit est encore champion à ce moment-là. Bref, Kevin Sullivan a quand même été un booker à des moments importants. Puis il était à San Francisco également comme booker. Bref, il a été, je sais pas si je pourrais dire un des bons bookers, mais c'était pas une mauvaise tête de lutte. Au contraire, Kevin Sullivan. Paul Levesque, d'ailleurs Triple H, qui a tweeté pour dire que Kevin Sullivan avait l'une des têtes de lutte les plus uniques de l'histoire de l'industrie, et puis qu'il arrêtait pas d'essayer de pousser les limites créatives et de développer des personnages les plus intrigants les uns que les autres. Il y avait vraiment une énorme passion pour ce qu'il faisait. Donc, quand même classe de la part de Triple H d'avoir fait ça. Donc, il était âgé... Là, je l'ai pas devant moi, mais de mémoire, c'était 74 ans. Kevin Sullivan, on le savait malade depuis un bout de temps. Mais sa famille, d'ailleurs, ne voulait pas de ça 75 ans. Sa famille ne voulait pas de ça se sache. Mais à un moment donné, il y a eu un GoFundMe parce que là, il y avait besoin de récolter un peu d'argent pour les soins. Les soins pour Kevin. Mais voilà, triste nouvelle dans le monde de la lutte. Ah ben maintenant, si vous êtes abonné à notre Patreon, ben c'est le temps des nouvelles en extra. Si vous ne l'êtes pas, ben on vous encourage à vous abonner. Notre Patreon, forfait SummerSlam, forfait Survivor Series pour avoir les nouvelles en extra. Aujourd'hui, aux nouvelles en extra, on va avoir l'infirmerie, on va avoir des coupeurs à la WWE, Maple Leaf Wrestling qui revient, des nouvelles du Québécois Angelo Parker, les Olympiques, et bien plus. Abonnez-vous à notre Patreon qui book forfait SummerSlam, forfait Survivor Series pour avoir toutes les nouvelles en extra. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Hey Kev, j'annonçais un show à Bécancour dimanche, en fin d'après-midi. Show que je fais annuellement. Jesse Auger qui organise ça avec la FCL. Et puis, il faut que je te raconte une anecdote. C'est une des affaires que j'ai trouvé le plus drôle, mais le plus drôle dans mes 20 quelques années de lutte. Il y a un combat à un moment donné, et puis c'est Claude Malone qui est le gérant. Mm-hmm. Et le lutteur, c'est Ivan Sullivan. Et lui, quand il arrive, habituellement, il lance des affaires dans le ring. Et là, il lance des chaises. Okay. La première, je l'avais pas vue arriver. Et je l'ai évité de justesse. Elle m'est arrivée à mes pieds. Poup, j'ai sautillé pour l'éviter. J'ai continué à annoncer. Après ça, il a fait plus attention. Puis, tu sais, il a lancé pour pas me pogner, mais juste pour créer l'illusion de... Il en lance. Il y a la première qui a lancé. Il lance une deuxième. Il lance une troisième. Et là, il vient pour lancer la quatrième. Mais là, je la vois venir. Là. Fait que je sais qu'elle me pognera pas. Je suis correct. Par contre, Claude Malone, lui, est rendu dans le ring. Tough. Et Claude Malone décide de marcher. Tough. Entre la chaise puis moi. Tough. Et reçoit la chaise en pleine face. Il est-tu correct? Mais là, moi, je vois ça, là, puis ça m'arrive devant mes yeux et je fais juste partir à rire. C'est un heel en plus qui reçoit une chaise en pleine face de son poulain à lui. Ouais. Mais là, il s'écroule à terre. Il se pogne la face. Oh. Moi, je suis sûr qu'il est fendu sur le front, là. Et là, il y a un assemblement autour. Et là, il est pas content, évidemment. Et puis, il s'en va backstage. Le match, je finis mes annonces. Le match commence. Je m'en vais backstage pour voir s'il est correct. Il parle à sa femme. Puis là, il est là, il dit, je pense qu'il m'a pété le nez. Il m'a pété le nez, crée! Et là, moi, je pars à rire, mais dans ma tête, parce que je veux pas l'insulter. Puis là, il dit, pourquoi il fait ça, Yvan? Pourquoi il lance des chaises dans le ring? Tu sais, pourquoi il fait ça?
Je suis chum avec en plus. Hey, là, il était irrationnel. Là. C'était drôle. Je suis sorti du backstage. J'étais juste plus capable. Finalement, il a pas le nez pété, rien. Il y avait juste une rougeur sur le nez. Il est même revenu pour la fin du combat parce qu'il y avait un spot à faire. Puis il est revenu. Yo, c'est le Mick Foley de Bécancour. Puis là, écoute, il a mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Bon, il en rit maintenant, là, mais hey, pour vrai, là, je me suis penché en deux à un moment donné tellement je riais. Et là, j'ai pas arrêté de faire des gags de ça le restant du show, évidemment, pour aller chercher un peu de heat vers lui qui répondait à chaque fois. Là, et j'ai fait des jokes de nez. Tough. Alors, ça a été... mais la foule était en feu. La foule était vraiment en feu. Moi, j'avais pas de voix. J'avais animé la classique. Et j'avais juste pas de voix. Même qu'à la fin du show, c'est Azael qui vient de Bécancour. Azael est dans le ring. Et je lui donne le micro, puis j'ai dit... Envoie le monde à la maison, j'ai plus de voix. C'est drôle, ça. Alors, c'est elle. Puis ça fait là, c'est la Babyface qui vient de Bécancour, qui est locale, qui envoie le monde à la maison. C'est bien correct, là, tu sais. Mais ouais, j'ai bu beaucoup d'eau. Je pense que j'allais dire bière. Non, j'ai pas bu une bière depuis la classique. Et puis, je suis arrivé, je faisais de la radio lundi, et j'avais une voix de velours. Je pouvais pas faire d'intonation. Dès que je faisais une intonation, je muais. Ouais. Alors, mais là, ma voix, elle est revenue. Un petit retour sur la NCW. C'était accès interdit samedi dernier. Kevin Gray a gagné un combat à 5 chemins en défaisant Alex Mays. On a des nouveaux champions par équipe aussi du côté de la NCW. Les Enfants de cœur qui ont battu le bal des monstres avec l'aide de Mélanie Havoc. Max Lemire a gardé son titre intercité face à Ryan Rogan. Chacal, le vétéran Chacal, a battu Adib Massari. Et dans le championnat NCW, Sean Mason a gardé son titre en défaisant El Chato. Également WWS, la promotion de lutte féminine à Lufisto, qui avait également son show vendredi. Vendredi en plus, durant les pluies diluviennes. Tough. Donc c'était pas évident, j'imagine, pour se rendre là. Azael a battu Jalen Hill. Le Bitch Squad 2.0 sont intervenus dans un match entre Sparkles et Rainbow, c'est-à-dire c'est ça, Sparkles et Rainbow, et puis je dirais pas l'autre nom, Mean and Dirty. Angie Sky et Mary Lee Rose pour donner la victoire à Sparkles et Rainbow. À l'inverse, Mean and Dirty sont intervenus dans la finale entre Christara et Mélanie Havoc qui ont défait justement le Bitch Squad 2.0. Katrina Creed a battu Heavy Rocks et le combat, j'ai entendu beaucoup de bien. Le match de la soirée, selon ce qu'on me rapporte, Xandra Lee a battu Drea Mitchell. Alors, bien hâte de voir ce match-là qui devrait être disponible sur YouTube très bientôt. Leur prochain gala est le 22 novembre, vendredi le 22 novembre, toujours au 10 140 avenue Racette à Montréal-Nord. Le Japon. Big shout-out à notre partenaire qui pensait qu'on faisait jouer les thèmes plus vite. Big shout-out. Yo, Pat, t'es allé réécouter les thèmes. Pas moi, toi. Non, mais moi, je les avais déjà écoutés. Ah non, c'est Fred. Moi, je les ai pas réécoutés. Okay. Moi, je les ai pas réécoutés. Vous m'avez dit que vous les avez réécoutés. Je les ai réécoutés, man. J'ai écouté un thème, là. Ben, c'est correct. J'écoute tout le temps le début du podcast. J'écoute le début juste pour entendre le banter qu'on dit, puis après ça, je quitte. C'est correct, ça. Hey, juste avant de tailler dans le G1, Kev, Yuya Uemura qui s'est blessé et ça m'a fait qui s'est blessé à un bras et puis finalement n'a pas pu terminer le G1, dont tous ses matchs ont été annulés par la suite. C'est poche, ça. Je t'écoute, Kev. Ça fait tous ses matchs. Un match a été annulé, là, le dernier, donc il s'est blessé dans le match face à Yota Tsuji. Il a quand même fini le match, blessure au bras. Mais tu pouvais voir là, que ça allait pas très bien. Ils ont fini par faire un pin. Puis après ça, ils devaient se battre contre Oleg Bolton sur le show d'aujourd'hui. Ouais. Mais il y avait aussi un match en équipe, c'est pour ça. Les matchs en équipe, ça. Ouais. Les matchs en équipe. Comment tu veux fonctionner? Parle-moi du G1. En fait, tout est terminé. Attends, je vais juste ressortir les playoffs. Là. Tu vas-tu me sortir les trucs de Meltzer? Puis j'ai également les classements en date d'aujourd'hui. Si t'es en date d'aujourd'hui, j'ai fini. Fait que tu peux les dire. OK.
Ah ben, les classements à date d'aujourd'hui, Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. a un G1 incroyable. Il est sûr de terminer premier du bloc A. Incroyable. 14 points. Yo, le gars a battu Evil en 19 secondes. Je vous dis, je suis venu. J'ai fait oh! Puis toi, 19 secondes, c'est long. Yes! Evil, il a attaqué Zack Sabre Jr. J'ai dit, pour de vrai, ils vont gâcher un match de Zack Sabre Jr. qui sont G1 et je te dis, j'ai jamais vu le doute de même, là. C'est Zack Sabre Jr. contre Bryan Danielson qu'on a vu, là. Mais il fait ça contre n'importe qui dans le G1. Puis, man, oh, wow. Puis après ça, il célèbre, là, il va dans la foule, il court, puis il over-célèbre dans la foule. Ah, Zack Sabre Jr. Dis-moi les noms, je vais te dire s'ils sont bons. Shingo Takagi, Shingo et Takagi. Greg Okan et Evil et Tetsuya Naito sont tous égaux à 10 points. C'est quoi son nom? Takagi Cooking. Je verrais qu'il pourrait mettre le titre sur lui. Faut l'enlever de Naito, là. Naito, c'est fini. Naito, c'est fini. All Yeller, là. Là, tu prends le gun, tu mets une balle en tête du chien, il meurt, là. À un moment donné, c'est terminé, là. Je m'excuse, Fred, ton chien. Ben oui! Fred qui nous dit avant l'épisode que son chien va pas bien, pis Kev parle de mettre une balle dans la tête d'un chien. Aucune sensibilité. Je veux pas être négatif, faut pas être négatif. Cheap shot! Tabarnache! Tough! C'est quand Fred, quand Pat t'a regardé, Et ma grand-mère est à l'hôpital. Ah oui, il faudrait mettre une balle dans la grand-mère. Quoi? Man. En tout cas, yo, hey. faut juste... Naito, c'est fini. Mais Takagi a des très, très, très bons matchs. Takagi... Fred, il pleure. Je m'excuse, Fred, j'ai vraiment pas fait exprès. Je sais pas si parce qu'il trouve ça drôle ou triste. Shingo Takagi a réussi à sortir un bon match de Jake Lee. Je vais répéter la phrase pour que tout le monde comprenne bien. Shingo Takagi a sorti un bon match de Jake. C'est comme si tu prends une bouchée de marde puis ça goûte le chocolat au lait. Fais attention avec tes comparaisons. Ouais, là, j'arrête. C'est qui t'a dit? Ah ouais, c'est ça. Donc, ils sont à égalité, mais c'est Okan, Evil, Naito. Mais c'est Okan qui passe. Donc... je l'ai ça aussi. C'est Sabre Jr., Takagi puis Okan, parce que au dernier match de Okan puis Naito avait besoin d'un match nul pour passer, puis Okan avait absolument besoin d'une victoire. Okay. On se rappelle la dernière fois que Okan puis Naito se sont affrontés dans le G1, c'est en 2021, puis c'était un referee stoppage. Puis là, Okan a battu Naito, donc Naito ne sera pas dans les playoffs. C'est disrespectful, hein. Le champion n'est pas dans les playoffs, bro. En fait, c'est ça. C'est les quarts de finale. Ça va être Takagi contre Greg Okan pour le bloc A. Et c'est Sabre Jr. en demi-finale contre le gagnant de Takagi. Parce que Sabre Jr. a un bye. Exactement. Du côté du bloc B, David Finlay est premier avec 12 points. David Finlay, là, son G1, ça a été une belle progression, une belle courbe d'amélioration. Il a commencé lazy, sloppy, puis il finit bien. Toutes ces, je te dirais, la deuxième moitié, là, ça se passe très bien pour lui, puis c'est le David Finlay que, tu sais, je t'avais dit, yo, lui, là, comme, s'il est comme ça, il peut être impressionnant, puis là, il l'est, là. Donc, yeah. Alors, c'est lui qui est premier de son bloc. En deuxième, en fait, à 10 points également, on a Ren Narita, Jeff Cobb, Yota Tsuji et Takeshita. Ouais. Et c'est Takeshita contre Tsuji qui vont s'affronter encore le final. Donc et encore là, le gagnant va affronter Finlay en demi-finale. Donc, c'est un rematch je pense que c'est la soirée 1, ou le premier match de Takeshita dans le G1, que Takeshita avait gagné. Est-ce qu'ils vont redonner le win à Tsuji? En fait, un injury angle avec Takeshita aujourd'hui, avec son genou, que Ren Narita a attaqué. Ren Narita, là. Ce bloc-là est tellement poche à regarder. Il y a tout le temps un patinet de House of Torture dans les matchs. Il y a tout le temps un patinet qui vient emmerder tout le monde. Big shout-out à Bolton Oleg, qui c'est son premier G1. Il a très bien fait. Big shout-out à Callum Newman, qui s'est amélioré, là, mais vraiment rapidement. Même au commentaire, il était bon quand il était invité. Et le MVP du tournoi, en fait, la carte cachée du tournoi, où j'ai parlé de Goto tantôt, mais Gabriel Kidd, je vous dis, puis je fais pas la comparaison Jonathan Fatu puis Roman Reigns. Mais
le youngins le plus proche de MJF, c'est Gabe Kidd. OK. Gabe Kidd et tout ça est plus... Je vous dis, c'est le plus proche de MJF que vous allez trouver. Il a fini avec 8 points dans le bloc A. Puis il a fini avec des match of the night. Là, donc, les quarts de finale vont avoir lieu le 15, donc... Demain. Donc, cette nuit. Ah non, on est quoi? On est le 14 aujourd'hui? Ouais, ça va être le 15, ça va être demain. Moi, je vais l'écouter le 16. Non, je vais l'écouter le 15. Tu vas l'écouter, ça va être le 15 au matin. Ah, fait que c'est cette nuit. Ben, c'est cette nuit, ça je te dis. Je tiens un autre, man. Et puis, les demi-finales vont avoir lieu le 17, donc samedi, et la finale dimanche. Donc, la semaine prochaine, tu nous parles du gagnant. Là. Ouais. Parfait. Non, mais là, il y a moins de matchs, là. C'est 2 matchs, là, tu sais. Allons-y avec les étoiles de Meltzer. On revient au 1er août. Ah, mais j'ai ça quand tu fais ça, c'est quel Je jour? sais, mais je ne l'ai pas sinon. Jeff Cobb contre Uemura. Attends. C'était Finlay contre Narita également. Jeff Cobb. Ça, c'est le jour 12? 1er août. C'était-tu contre Uemura? Jeff versus Uemura. Je pense que c'est jour 12. Je sais pas. C'est quoi l'autre match que t'as dit? Finlay contre Narita. Takeshita contre Enare. Non, Jeff Cobb contre Colton Bolden. Oleg Bolden. Goto contre Tsuji. Finlay contre Oleg Bolton. Non, Finlay contre Narita. Cherche Finlay contre Narita. Non, mais je cherche dans mes articles. Là. Mais non, mais je sais, mais Finlay contre Narita. Jeff Cobb contre El Fantasmo. Finlay contre Narita. Je cherche, là. On s'en va nulle part, là. Non, je vais le trouver, là. Bolton contre Fantasmo. Bolton une autre fois. Ah, Finlay contre Narita. Admettons, là. OK, jour 6. Bon, Jeff Cobb contre Uemura, tu l'as? Oui, 3 sur 5. 3,5. Mm-hmm. Takeshita contre Enare. 4 sur 5. 4,5. Mm-hmm. Finlay contre Narita. 3 sur 5. 3,5. Mm-hmm. Goto contre Tsuji. 4 sur 5. 3 et 3 quarts. Mm-hmm. Honnêtement, je pense que c'est le G1. Toi et Dave, on est le plus proche. Vous êtes le plus proche. Mais parce qu'il comprend qu'Evil, c'est de la merde. Ensuite, on s'en va à un autre show. C'est le 3 août. C'est Jake Lee contre Callum Newman. Ouais, mais Jake Lee contre Callum Newman? Ouais. T'es sûr que c'est Jake Lee contre Callum Newman? C'est Greg O'Khan contre Evo. T'es sûr de ça? Oui. Naito contre Gabe Kidd. Fait Callum Newman contre Evil. Contre Jake Lee. Moi, tu me dis que Evil et Jake Lee soient la même personne. C'est la même merde. Et Callum Newman contre Jake Lee. Combien? 2 sur 5. 2,5. Greg O'Khan. 1 sur 5. Greg O'Khan contre Evil. 1 sur 5. Il a mis 4 étoiles sur 5. Quoi? Je vais te lire qu'est-ce que j'ai écrit. Comme vous le savez, j'ai dû prendre une pause du G1 pour organiser la classique KR. C'est vraiment demandant lors de la semaine avant l'événement. C'est le premier show que je fais depuis. Je n'ai pas regardé de résultats ou autres. J'ai complètement déconnecté. On est le 11 août au soir. Écoute, tu fais c'est un journal intime. Ben oui, c'est un journal intime. Et je vous dis, allez lire les articles. C'est exactement ce que je pense. C'est un journal intime. On est le 11 août au soir et je me dis, bon, je retombe. Je réembarque pour ça. Un journal intime. Je réembarque pour ça. Ça se peut pas. Dans quel monde président Tanahashi laisse aller tout ça à sa compagnie? Ça se peut pas. De plus, je peux pas croire que j'ai donné des précieuses secondes à ma vie pour ça, de la triche devant l'arbitre, des interventions externes devant l'arbitre. Dans quel monde c'est inacceptable de donner ce genre de match de paresseux? C'est rendu inacceptable. J'ai dit inacceptable plusieurs fois. Puis, by the way, O'Khan a rien du babyface qui capte nos cœurs à la Sami Zayn, qui peut prendre du bâton et surmonter les plus grands défis. Finalement, O'Khan a gagné. Bon. Naito contre Gabe Kidd. 2 sur 5. 3 écarts. Sanada contre 3 Umino. sur 5. 3,5. Takagi contre Sabre Jr. 5 sur 5. 4,5. Okay. Le 4 août, David Finlay contre Oleg Bolton. Ça, c'est le lendemain. Ah, je l'ai pas celle-là, excuse. Ouais, Jeff Cobb contre Enare. C'est le lendemain. Jeff Cobb contre Enare. Mm-hmm. David Finlay contre Oleg Bolton. Oui, bon. Cobb contre Enare. 4 sur 5. 3 et 3 quarts. Goto contre Takeshita. 5 sur 5. 4,5. Crazy. Narita contre Tsuji. 2 sur 5. 3 et 3 quarts.
Yash. Le 6 août. Attends, là, moi, faut que je recule, je reviens. C'est quoi le match? Sanada contre Takagi. Ah, ça, c'est un gros match! 4 et 3 quarts. 5 étoiles! 4 C'est et le 3 meilleur quarts. match de Sanada. Le lendemain, Jeff Cobb Yo, contre man, Oleg donne-moi Bolton. une chance, man. OK, Jeff Cobb contre Bolton, Navigue 3 dans sur son 5. journal intime. 3 et 3 quarts. Takeshita contre El Incroyable! Fantasmo. Incroyable! C'est Meltzer a dit que pour lui, c'était le match du tournoi. C'est le match du tournoi. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu dans ma vie. Ben, c'est ça. Il dit c'est le meilleur combat de l'année qui inclut pas Danielson, Ospreay ou Sabre Jr. C'est un gros match. c'est un des meilleurs combats que j'ai vu dans ma Il a vie. donné 5 étoiles. Puis je pense que c'est le combat de l'année à date. 17 minutes, Fantasmo contre Takeshita. Wouh! Si vous avez un match à retourner voir dans le G1, c'est ce match-là. Goto contre Finlay. 3 sur 5. Ah, il a donné 4 et 3 quarts. Ben, c'est correct. J'étais peut-être fatigué. Sabre Jr. contre Gabe Kidd le lendemain. Ah, le lendemain, attends. Je recule, je retourne. Sabre Jr. Et Gabe Kidd. Ah, je pense que j'ai mis 5 sur 5, ce match-là, Ben, il était fou. Il a mis 4 et 3 quarts. 5 sur Il 5. disait que c'était le deuxième meilleur match du tournoi. Ah, je sais pas si je l'ai mis de deuxième meilleur match, mais tu vois, en ce moment, dans la journée que tu parles, il est quatrième meilleur match du tournoi. Bon. Hey, Takeshita, dans ma liste, là, il y a les 3 meilleurs matchs du tournoi. Ben oui, mais ça, on est pas vraiment surpris. Mais non, mais c'est fou, là. Ouais. Pour vous donner une idée vite, là, fait que mon top 5 en date d'aujourd'hui, Fantasmo Takeshita, Yuimura Takeshita, Takeshita Goto, Sabre Jr. Kid, Umino Kid. Fou, là. Ben oui. Puis après ça, mettons, si je vais dans mes 7 meilleurs matchs, Takeshita en a 1, 2, 3, 4, 5. Bro. M'excuse, là. Coup de cœur. Juna Takeshita, là. Hey, coup de cœur, Kev. Dynamite, c'est un gros Dynamite côté lutte la semaine passée. MJF puis Carl Fletcher. Tout un match. C'est un très bon match, oui. Tout un match. J'ai bien aimé le match. J'aime que MJF, là, c'est le MAGA champion, là. MJF, là, on est à un battement d'aile de papillon de la photo avec Donald Trump, là. Tant que ça. Bro, MJF, là, c'est JBL sous stéroïde, là. FTR, j'ai bien aimé FTR puis Orange Cassidy contre Roderick Strong, Rouge et Beast Mortos, là, l'ancien Black Taurus. Ouais, ben c'est leur typical Ouais. trios match. Oui, c'était bon. J'ai bien aimé la finale. Danielson Jarrett. Oui, c'est un bon match. 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 Liv, Dom puis Rhea, là, Oui. c'est là qu'on est revenu dans l'attitude era, là. Des jokes de not deep enough, des Non, mais ils en ont fait. non, je sais, mais j'aime qu'on se permette d'aller là, dans cet angle-là. Ouais. Même la foule qui crie Sloppy Second et Liv Morgan qui répond à la foule, j'ai bien aimé ça. Les stats sur Bronson Reed. Je sais pas qui a pensé à ça. C'est une très bonne idée. C'est Sport Science. Sport Science, c'est une de mes émissions préférées. Okay. Puis des fois, je retourne sur YouTube écouter les clips. Parce que moi, je vais toujours me rappeler quand ils ont calculé que la force de plaquage de Ray Lewis, c'est comme si c'était un train qui frappait une auto. Puis ce genre de truc, c'est très, très, très Sport Science qui joue à Sport Center. C'est beaucoup plus palpable. Mais tu peux c'est visuel. mieux comprendre, c'est visuel. On comprend qu'est-ce qui se passe. Alors, Bronson Reed, c'est 6 sauts sur Seth Rollins. On nous dit à quel angle, la force. Et là, ben, on nous dit que c'est comme si 2 éléphants étaient tombés sur Seth Rollins ou 8 sangliers. Et là, on en profite pour le surnommer le Wild Animal, l'animal sauvage. Donc, ça fit avec le surnom qu'on lui donne en plus. J'ai trouvé que c'était du génie. C'est des détails des fois. J'ai adoré ça. J'aime Camille avec Mercedes. OK. J'aime Camille avec Mercedes. J'aime pas que Mercedes prenne le micro. Tough. La promo en japonais des filles de Damage Control avec des sous-titres. Ouais. J'ai adoré ça. Tu sais pourquoi? Elles sont plus naturelles. Oui. Puis en plus, là, tu sais, à un moment donné, les sous-titres, là, les gens trouvaient ça lourd. Mais avec les vidéos... Qui trouvait ça lourd? Ben, il y a 10 ans. Il y a bien des gens qui trouvaient ça lourd. C'est des lâches, là. Sur toutes les vidéos sur Instagram, il y a des sous-titres. Oui. Si t'en mets pas, ça marche pas. Oui, mais on s'entend, Kev, c'est relativement récent, ce trend-là de mettre des sous-titres sur des vidéos sur Instagram. 1 an, 2 ans, non?
OK, c'est ça, Colin, Kev, c'est ce que je dis. 1 an, 2 ans, c'est pas récent. Mais il y a 5 ans, c'était lourd des sous-titres. 1 an, 2 ans, on est rendu habitué à cause des vidéos sur Instagram. Oui. Donc, de voir ça, ben, je trouve ça, continue à faire ça. J'aime autant mieux ça qui se force à parler anglais puis que ça sorte pas aussi bien puis pas aussi naturel. J'ai aimé la confrontation entre Orton et Gunther. Absolument. J'ai aimé ma promo. J'ai fait une promo en allemand, Fred, au complet. À TVA Sport. À TVA Sport. Fais-moi ça, j'en veux un bout. Non. Parle en allemand. Mon ami ist Kevin, ma famille est ist Raphaël. Ah, il est bon, le tabarnak. Allemand 1, si. Hey, j'aime le nom American Made pour Chad Gable et Creed Brothers. C'est bon. Ça fait piece of shit un peu. Là. C'est comme... C'est pas tous les nouveaux noms que j'aime, mais celui-là, je l'aime. Ouais. Santos Escobar puis Andrade à SmackDown, c'est un bon match. Ouais. Bien aimé. Breaker puis Zayn, la finale de Raw, c'était solide. Roxanne Perez, là, à quel point c'est le produit le mieux caché, mais amazing de la WWE en ce moment. Puis Oba Femi, là. Ouais. Panet, man. Wow. Puis après ça, le dernier, c'était Wesley, j'allais dire Wesley Snipe, là, mais Wesley, là. Wesley, j'ai aimé sa promo pour nous expliquer le heel turn. C'était pas la meilleure affaire, mais c'est une bonne promo pour nous expliquer le heel turn. J'ai aimé ce que tu... Mettons Joe Hendry, là. On n'est pas des avertissements. Mettons Joe Hendry, là. Il s'en fout. OK. Mettons, là. Ouais. On jase, là. Ouais. C'est le fun, ça tourne, là. Mais après... C'est LA Knight. OK. J'ai aimé ce que Triple H a fait. En fait, c'est une entrevue de Jade Cargill qui dit que la WWE, la famille était prioritaire maintenant sous le régime de Triple H. Elle dit, moi, je suis une mère très active et j'aime aller à au récital. C'est quoi récital? Récital? Récital en français? Concert de ma fille. Et là, en plus, ben, il y avait sa première journée d'école. Et je voulais absolument y aller. Puis j'ai été parler à Triple H, puis j'ai dit, c'est la première journée d'école à ma fille. C'est vraiment, vraiment important pour moi que je sois là. Et il a dit, ben, pas de problème. La première journée d'école de ta fille, c'est plus important. T'as pas à faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais elle a apprécié. Puis, tu sais, on en parle quand Tony Khan fait des trucs, tu sais, qui facilitent la vie de ses employés. Ben, je voulais le mentionner ici avec Triple H. Je ne savais pas s'il fallait que je le mette dans avertissement ou dans coup de cœur. Odyssey Jones? Non. Kevin contre Cody. Ça va dans l'avertissement? Ça me dérange pas de voir le match, là, mais ça fait pas de sens. OK, avertissement. Ça fait pas de sens. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. C'est rien contre Kev, c'est rien contre Cody. Le match va être très bon. Mais comment qu'ils ont fait le... Moi, j'étais... Ils ont donné, finalement! Fait, lui, il veut pas le match. Il veut pas le match. Là, après ça, l'autre, il dit, mais non, tu mérites le match. Non, l'autre, il dit, Nick Aldis dit, OK, mais si tu le veux pas, je vais le donner à Roman Reigns. Et là, ça triggered Kevin qui dit, ben voyons, pourquoi tu le donnerais à Roman? T'as juste à aller dans le vestiaire, tu vas trouver plein de monde qui le mérite. Moi-même, j'ai jamais eu mon match de revanche. Et là, ben, après avoir perdu contre Brock Lesnar, et là, ben, Nick Aldis dit, j'ai pas besoin d'aller dans le vestiaire. Je l'ai trouvé. C'est toi qui vas le faire. Mais donc, Kevin, il convainc les gens vite? Mais tu reviens à la base, là. T'aurais pu sauver une promo de 3 minutes. Puis mettons, pourquoi Cody, là, il n'y a pas de feud? Ben, c'est quoi la feud de Cody? La question que je me pose, c'est, y a-tu passé à travers tous les heels de SmackDown? Il a affronté AJ, Logan Paul, puis Solo Sikoa. C'est fini? Il n'y a plus d'adversaire? Faut être du côté des babyface? WWE SmackDown. Est-ce que ça veut dire que Kevin va tourner heel? Mais pourquoi qu'on ferait tourner heel maintenant? Je sais pas. Moi, je pense plutôt que le Bloodline va venir les attaquer et qu'on n'aura pas de finish. Mais c'est inutile, d'abord. Ben, c'est un peu ce que je pense. Mais à part le Bloodline, ça a été quoi la feud de Cody? Définitive de son règne de champion. Il y en a pas. Mais c'est ça. Il y en a pas. Puis check le roster de SmackDown. Mais je check, là. Il en reste-tu des heels? Austin Theory. Andrade répète un bon heel. Andrade, s'il avait... Ben, à la limite, t'as raison. Pas Carmelo. Monter quelqu'un. Carmelo Hayes. Monter quelqu'un. Pour un match, là. Carmelo Hayes. Tu sais? Mais il n'y a pas beaucoup de heels à SmackDown.
Je comprends, mais... Turney Hill, Montez Ford... Hey, trouver une raison d'amener quelqu'un au Raw de bord, là. Tu sais, je vous ai rendu là. Je m'en fous. À Raw, c'est qui? Les plus gros heels. Bronson Reed? Ben, Bronson Reed, comment il s'appelle le patinet qui est chef du clan, là? Le KKK, là? Karrion Cross? À la limite, pour un match, il est heel au moins, lui. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est paresseux. Ben, oui, ce qu'ils ont fait, oui, mais exactement. Puis encore là, c'est rien contre Kevin. Non. Puis je suis sûr que le match, le temps que ça va durer... Le match va être excellent. Va être bon, mais je suis pas sûr du sens. Non, mais c'est juste... on critique pas parce qu'on n'aime pas la personne. Ben on non, critique parce qu'on critique comme on aurait critiqué une autre affaire. Ben oui. À ce compte-là, donnez-y quelqu'un d'autre du Bloodline. Donnez-y Baron Corbin. Turney Hill, Baron Corbin. Oui. Moi, j'aimerais ça que Cody ait une feud. Ouais. AJ Styles, ça a duré 3 semaines. Ben, ça a duré 2 pay-per-view. OK, 2 pay-per-view. 2 pay-per-view. Mais c'est-tu vraiment une feud définitive de... À date, là, il y a une conversation que les gens sont pas prêts à avoir, hein. C'est-à-dire... Sur le règne de Cody. Le règne de Cody. C'est une conversation... Mais attends. Je vais te dire ce que tu m'as dit tantôt. Sois patient. Sois pas négatif tout de suite. De quoi sois patient? C'est pas négatif. On est au mois d'août. Il a gagné ça au mois de mars. On va... Dans ça, au mois d'avril. Au mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet, août. On va attendre... 5 mois. Tu viens de me dire 1 an ou 2. Ah non, ça faisait longtemps, 1 an ou 2. Mais 5 mois. Mais, attends qu'il soit fini, puis on pourra avoir une meilleure... Non, mais on peut assess c'est quoi qui se passe en ce moment. Moi, je te dis, je vais être patient. Mais à date, là, son règne, c'est Anna Jay. Là, t'exagères. Ben, c'est pas j'exagère, c'est ça. Je disais tantôt que j'aimais American Made. Je déteste. Pure Fusion Collective. C'est quoi? Le clan de Shayna Baszler, Sonya Deville et Zoe Ils ont pas Stark. appelé ça comme ça pour eux. Ça s'appelle The Pure Fusion Collective. Bon. Et mon dernier avertissement. Hey, moi, j'ai une question. Oui. Les champions par équipe, là, ils ont du droit d'être à la télé plus que 2 secondes? Ben oui, j'imagine. Ah, mais là, ils vont être. Il y a un 3-way la semaine prochaine. Ah, OK. Il y a un 3-way. Ouais. Cool. J'ai Tony Khan. Oui, j'ai vu. Qui a dit qu'il y avait... J'ai vu. Est-ce que tu l'as? Il va le dire quand, cette annonce-là? Il l'a pas dit aujourd'hui, en tout cas. Il a dit qu'il était pour avoir le plus gros... Il était sur le point d'avoir les plus grosses annonces de l'histoire de la compagnie. Ben, sur plusieurs aspects. Ben, c'est le deal télé, là. Puis que ces annonces-là sont sur le point là, de pouvoir être publiques. Ben, écoute, il y a le deal télé là-dedans. Mais il dit c'est sur plusieurs aspects. Donc, il y a le deal télé. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il ferait un show dans un stade en Australie. C'est peut-être ça. Puis il y a Shane McMahon, là, qu'il faut pas oublier, qui est quand même, si ça arrive, une grosse annonce. Mais Shane McMahon, là, c'est sûr qu'il a le droit sur sa toune. Je sais pas. Non, mais t'imagines-tu, t'es à All-In, là? T'attends. Here comes the money! Here comes the money! Here comes the money! T'imagines les gens? Money. Les gens vont sauter dans le ring. Les gens vont sauter. Dans le ring! Toi, live dans l'aréna, tu ne te peux plus. Moi, je cours. Je te blesse. Je me... Enfin, c'est pas des affaires d'homme. Hey! Tu veux mettre une balle dans la tête du chien à Fred? Non! Hey! Hot take. Oh, qu'est-ce que t'en penses? Hot take. OK. J'ai tapé le mur, j'ai tapé fort. OK. Bobby Lashley a parlé. Et Bobby Lashley a expliqué que Vince le comprenait. Il comprenait son personnage, qu'il en a fait une star et qu'il n'a pas la même relation avec Hunter, puis que Hunter, il n'a pas la même connexion, puis qu'il le voit pas de la même façon. Mon hot take est le suivant. Est-ce que Triple H ne voit pas le potentiel de Bobby Lashley? Je pense pas qu'il voit pas le potentiel de Bobby Lashley. Je pense qu'il voit le potentiel dans d'autres gens qui pourraient faire ce que Bobby Lashley fait. Mais Puis mieux. les autres gens qui... Non, je pense qu'il voit le potentiel dans d'autres gens qui pourraient faire ce que Bobby fait plus longtemps. Puis c'est des gens que lui a été chercher à NXT. Bobby Lashley, c'est un Vince guy. C'est un gars que Vince a été chercher. Triple H, c'est gars qui a été cherché, c'est normal. C'est normal. Moi, puis je fais pas de favoritisme, là, mais c'est sûr que les joueurs que je connais plus au foot, si les deux sont à talent égal ou
un petit peu moins bon ou un petit peu... C'est sûr que je vais avec le gars que je connais parce que je sais comment il fonctionne, comme sous pression, sous ci, sous ça, les discussions, etc. Fait que c'est normal que Triple H va avec qu'est-ce qu'il connaît. Puis il a été compétiteur contre Bobby Lashley aussi. Ouais. Tu sais, fait que c'est sûr que ça ajoute aussi dans... Tu sais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux quand il était lutteur? Est-ce que... Il y a plusieurs facteurs, là. OK. Nostradakev. Nostradakev. De Bobby Lashley, tout ça, il n'a pas de potentiel. Là. Il a besoin d'avoir son groupe avec lui. Est-ce que Shane McMahon va être à AEW avant la fin de 2024? Ben oui. Si les Lucha Bros quittent AEW, est-ce qu'ils s'en vont pour commencer à NXT ou à Raw à SmackDown sur le main roster? NXT. Qui sera la prochaine championne féminine de la WWE? Ça, c'est le titre de Nia Jax. Le titre de Nia Jax? Tiffany Stratton. Géo Pardy. Ah! Yes! 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 C'est un enfant! Yes! C'est un Let's go, man! enfant! Let's go! J'y ai donné tous ses jeux aujourd'hui. Let's go! J'ai donné tous Let's ses go! jeux, il est content. Géo Pardy, Kev. Je le fais juste pour toi, pour que tu aies du plaisir à la fin. Go! Pour 100$. OK. Ville du New Jersey, qui a reçu WrestleMania 2 fois plus tôt qu'une dans les années 80. Donald Trump y régnait à l'époque. Ah, shit. Atlantic City. Atlantic City! Come on now! Come on! Ah, c'est vrai, faut que je te donne un délai de 10 secondes. Mais non, mais j'ai pas pris mon 10 secondes, là. Non, t'es correct. Come Pour on. 200$. Lutteur québécois qui a déjà participé aux Jeux olympiques de 1948. Heureusement, il n'avait pas trop mangé de gâteau avant d'y aller. Fred qui dit c'est facile. Mad Dog Vachon? Oh oui! C'est Fred qui te l'a dit. Hein? Non, il me l'a pas dit. Non, OK. Pour 300$. Si le premier match d'échelle entre Shawn Michaels et Razor Ramon avait été fantastique, le deuxième s'est déroulé lors de cet événement de la WWE. WrestleMania? Attends, mais j'ai mal compris la question d'abord. Non, t'as bien compris. Non, j'ai mal compris la question. Ben, too bad. T'as Ok. mal compris la question. Je vais t'en répéter quand même. Mais c'est si le premier match d'échelle entre Shawn et Razor avait été fantastique, le deuxième s'est déroulé lors de cet événement de la WWE. Le deuxième s'est déroulé à SummerSlam. OK. Pour 400$. Fuck, man. Il aime ça, mais pas quand il parle. Pour 400$. Ce pay-per-view de la WWE s'est déroulé pour la première fois à Saint-Louis, au Kiel Center, en 97. Taylor Swift n'avait que 7 ans. Bad Blood! Il l'a chanté! Il l'a chanté! Ah, ça, faut que je commence à filmer ce segment-là parce qu'il est trop drôle. OK. Pour 500$. Ce lutteur japonais aura 55 ans ce samedi. Ancien champion par équipe junior de New Japan, il est l'un des préférés, entre guillemets, de Kevin Raphael. Dick Togo! Dick Togo! Fuck Dick Togo, man! Fuck Dick Togo, man! Fuck sa fête, man! Fuck sa fête, man! Fuck lui, esti! Fucké mon G1, man! Il a fucké mon jeu maintenant, là! T'es fucking content Mais du jeu! tu l'as eu! Fuck lui, man! Il Moi, t'a j'étais donné chill, 500. man! Yo, man! Yo, après ça, il me dit Dick Togo, man! Yo, c'est quoi ça? Mais tu l'as eu! Le quiz. Oh, je suis fâché, man! Oh man, j'espère que tes gars vont te donner autant de troubles que tu me donnes quand ils vont vieillir. Dick Togo, man! C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Charles, Double J. Il chante sur des trucs. Non, c'est whack, là. Fuck Dick Togo! Yo, man, le gars est whack, man. Il fuck toutes les G1, tous les matchs. Man, il y a une petite corde pour étrangler les gens, man. Ils font des Magic Killer à deux. Ils lancent c'est la drôle. poudre. Yo, man, ce gars-là, il m'énerve, man. Il m'énerve, il sert à rien, man. Il rase avec les cheveux coco, man. Il se rase à zéro, man. T'es un fucking bitch.
Qui est votre plus grande déception depuis le début de l'année entre Jade Cargill ou Saraya? Ben, c'est Saraya, by far. Saraya, elle a pas eu un titre, rien. Elle lutte à Rampage, Saraya. Moi, je vais dire Jade Cargill. Parce que Saraya, c'est une déception à cause du booking qu'elle a. Jade Cargill, j'aurais pensé qu'elle était plus prête que ça. C'est sur elle. C'est pas le booking, le problème. Ben, c'est mon opinion. Quel a été votre match préféré de Randy Orton contre l'Undertaker à WrestleMania 21 ou contre Christian à SummerSlam 2011? SummerSlam 2011, c'était fou. C'était vraiment bon, ça. Fait que c'est WrestleMania ou Christian? C'est WrestleMania contre Taker ou SummerSlam contre Mais Christian. WrestleMania contre Taker, c'était fou. Moi, je vais avec Taker. Parce que c'est la première fois qu'on pensait vraiment que le streak allait arrêter. Le chokeslam turn à RKO. Ouais, c'est vrai, c'était bon, ça. Et finalement, quel est votre chien préféré entre Larry de CM Punk ou c'est quoi, Pharaoh de Cody Rhodes? C'est très... Pauvre Ouais, mais ça, là, c'était pas prévu. Finalement, la question, c'est à qui tu ne mettrais pas une balle dans la tête entre Larry de CM Punk ou Pharaoh? Non, c'est Pharaoh. Je dis Pharaoh, mais c'est peut-être Pharaoh. Pharaoh, ouais, oui. Pharaoh est beau, là. Larry est laid, là. Ah, moi, j'aime mieux Larry. Larry est laid, là. Larry, il a été quasiment maltraité. Il a quasiment été maltraité à AEW. Moi, j'étais un Larry guy. Pharaoh, il a fait le saut quand Cody l'a amené à AEW puis il y avait des feux d'artifice. C'est un Larry guy. Et d'ailleurs, Double J, en passant, il te dit bravo pour toute l'organisation et le succès de ta classique. KR, c'est ce qui met fin à notre podcast de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Fuck TikTok Go!